Salutations tête de naze, vous vous apprêtez à regarder la compilation de l'ensemble des One Pieceologies autour de la saga Water 7, comprenant l'arc Water 7, Enies Lobby et l'arc post-Enies Lobby. Vous avez près d'une heure, voire même un peu plus, de vidéos sur One Piece. On revient très vite avec de l'inédit, mais comme je sais qu'il y en a qui kiffent le format long, et ben on vous le remet en attendant, histoire un peu de flatter l'algorithme de la chaîne qui était un peu en pause ces derniers temps, et on revient très vite avec de la masterclass inédite et de nouveaux épisodes de One Pieceologie, bien évidemment. Bon épisode, bon visionnage, à bientôt. Oui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceologie, l'émission durant laquelle vous m'accompagnez dans ma relecture des arcs de One Piece. Et après une longue pause, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Je parle bien sûr de la saga Water 7 qui se divise en deux gros arcs bien mastoc, Water 7 et Enies Lobby. Bon, en vrai, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un seul et même gros arc. Mais le problème, c'est que de toute façon, le bordel est tellement dense que de toute façon, quoi qu'il soit passé, peu importe comment on considère la chose, j'aurais abordé le sujet dans au moins 2 vidéos distinctes, parce qu'il y a des choses à dire. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'arc Water 7 qui se déroule du tome 34 au tome 39. Et comme d'habitude, avant de commencer, un petit résumé des familles copié-collé d'un site internet, parce qu'on a autre chose à foutre que de faire des résumés, nous. Oui. Après être parti de Longring Longland, l'équipage du chapeau de paille tombe sur une gare en pleine mer. Le chef de gare, Kokoro, leur explique alors que le Puffing Tom, un train capable de rouler sur des rails flottants, relie plusieurs îles des environs. Suite à cette escale, l'équipage arrive finalement à Water 7 avec la ferme intention de réparer le Vogue Mary grâce aux 300 millions de berries qu'ils ont pu récupérer à Skypiea. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les meilleurs artisans du monde, officiant à la Galela Company, découvrent que le bateau est trop endommagé pour être réparé. Une partie de l'argent est volée par la Frankie Family et Robin disparaît mystérieusement. De son côté, Usopp ne supporte pas l'idée de changer de navire et quitte l'équipage. Au même instant, la ville est secouée par la tentative d'assassinat du maire Icebark. Après tous ces ennuis, Luffy finit par découvrir l'existence du Cypher Pole 9, une unité secrète au service du gouvernement mondial, et leur véritable mission en voulant retrouver la trace de Robin. Les agents du CP9 réussissent à capturer Robin. Leur mission réussie, ils décident donc de quitter Water 7 à bord du Puffing Tom en direction d'Enies Lobby et de la Porte de la Justice. Alors, avec l'aide de Kokoro, de la Galela Company et de Frankie, tout l'équipage du chapeau de paille se lance à leur poursuite à bord d'un prototype de train aquatique. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, comme je le disais, l'arc Water 7 est un très gros morceau. Il y a énormément de personnages, énormément d'intrigues entremêlées, énormément d'événements, énormément de péripéties. Il se passe énormément de choses, c'est très dense. Je pense qu'avec cet arc, Oda a atteint le stade de la maturité, parce qu'il me semble qu'après ça, quasiment tous les arcs de One Piece seront au moins aussi denses que celui-ci. Et cette densité implique que je ne vais pas pouvoir parler d'absolument tous les éléments de l'arc, et du coup je vais certainement me prendre quelques commentaires du genre « Eh mais t'as oublié de parler de ceci ou de cela !» Bon, alors je vais prendre quelques instants pour réexpliquer un peu l'approche que je prends dans mes One Pieceologies, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il y en a peut-être qui découvrent, qui ont oublié, on sait jamais. Oui. Bon déjà, je ne suis pas ce qu'on appelle un YouTuber One Piece, c'est-à-dire que moi je vais pas faire des théories, relever les indices cachés, parler des foreshadowing et te réexpliquer tout le lore à chaque vidéo. Je dis pas que c'est pas intéressant, t'emballe pas, je dis juste que c'est pas mon approche. Ma chaîne parle de manga et j'essaye humblement de proposer des analyses littéraires des œuvres que je lis. En gros, ce qui m'intéresse dans One Piece, c'est pas de parler du pouvoir de Luffy expliqué, mais ce qui m'intéresse dans One Piece et dans les mangas en général, c'est plutôt qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. Et je vais donc délibérément choisir de parler des points que je trouve les plus intéressants dans le manga, les points, les éléments d'intrigue, les scènes qui dévoilent le mieux selon moi comment Oda construit son histoire et ce qu'il veut raconter. Voilà. C'est aussi pour ça que je passe très rapidement sur le résumé de l'arc, parce que je suis pas là pour te re-raconter l'histoire. En plus, a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as déjà vu cette partie du manga. Oui. Et je ne dis pas que mon approche est la meilleure. Même si, bon, hein, voilà. Mais je dis juste que c'est la mienne. Voilà. Maintenant que les choses sont clairement posées, nous allons pouvoir commencer. La crise du Going Merry. L'un des événements les plus marquants de l'arc Water 7 est sans aucun doute ce que j'appelle personnellement la crise du Going Merry. Je resitue vite fait les événements.
Usopp se fait dépouiller les centaines de millions de berries par la Franky Family. Luffy, Zoro, Sanji et Chopper vont leur péter la gueule et à leur retour ils annoncent à Usopp que le Merry est bon pour la casse, qu'il va falloir le couler et trouver un nouveau navire. C'en est trop à supporter pour Usopp qui se clash avec Luffy et qui va jusqu'à le défier en duel, mais bon, ça tu connais l'histoire. Tout ce passage est génial parce qu'il confronte l'équipage des chapeaux de paille à leur première crise interne. Alors attention, l'équipage a déjà traversé des crises, notamment lorsqu'ils ont eu affaire à Aokiji, crise à laquelle ils ont pu échapper grâce à la confiance mutuelle au sein de l'équipage. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, et c'est justement cette confiance qui va être de nouveau mise à l'épreuve avec cette crise du Going Merry, et aussi avec la trahison de Robin, mais ça on en reparlera. Luffy va douter de ses décisions en tant que capitaine et se confronter à l'aspect difficile de sa fonction. Jusqu'à présent pour Luffy, être capitaine, c'était décider du cap que l'équipage devait prendre, et tout faire pour que l'équipage reste en vie dans leurs aventures. Il n'a jamais hésité à se sacrifier pour l'équipe, comme on l'a vu avec Aokiji. Mais à ce moment-là, la décision était facile, c'était absolument évident qu'il allait pas passer 30 ans à choisir entre lui et ses amis et son équipage. Donc naturellement, il s'est sacrifié pour sauver son équipage, il a fait passer le bien de son équipage avant, c'est dans sa nature, c'était logique. Avec cette crise du Going Merry, la décision que Luffy doit prendre est beaucoup plus difficile. Déjà, il doit prendre la lourde décision de changer de bateau, et en plus, pour le bien du groupe, pour conserver son autorité, sa légitimité en tant que capitaine, il va devoir se séparer d'un de ses membres. Il va devoir prendre une décision qui va contre sa nature. Il va devoir abandonner un ami, un camarade pour continuer sa route. Preuve que c'est contre sa nature, il va refuser catégoriquement d'abandonner Robin. C'est aussi la première fois, il me semble, que Luffy doit renoncer à quelque chose. C'est la première fois qu'il est littéralement impuissant face à quelque chose. Ici, c'est le sort du Going Merry. Et cette crise de confiance touche aussi, bien évidemment, Usopp. Mais ce n'est pas qu'il n'ait pas confiance en Luffy, il n'a pas confiance en lui-même. Le gars a toujours été le plus faible de la bande, le plus peureux. En réalité, c'est le gars le plus normal comparé aux surhommes que sont Luffy, Zoro et Sanji. On comprend avec cette crise qu'il se considère comme un boulet, un poids pour l'équipe. Sa mésaventure avec la Franky Family va faire que confirmer son impression d'inutilité et son sentiment d'impuissance. Et quand il apprend que Luffy projette d'abandonner le Going Merry, il craque complètement, parce que la seule chose selon lui qu'il apportait à l'équipe, c'est ses compétences de bricolage. C'était à lui de prendre soin du bateau. Il s'agit en plus du bateau qui leur a été offert par Kaya. Le Going Merry pour Usopp, c'est certes un camarade, mais c'est aussi ce qui symbolise ses rêves, ses ambitions et la confiance qu'ont placé ses amis de son île natale en lui. Abandonner le Going Merry parce qu'il a été incapable de le réparer serait un aveu d'échec dû à son impuissance, et ça il ne peut pas le supporter. C'est pour ça selon moi qu'Usopp décide de défier Luffy et d'essayer coûte que coûte de réparer le Merry. Il refuse l'échec, il s'acharne par orgueil, mais il fait fausse route, et finira par tirer les leçons de cette histoire, mais on y reviendra plus tard. On en vient au duel Usopp-Luffy, qui reste à ce jour un de mes combats préférés de tout le manga. Déjà parce que Usopp nous a sorti le grand jeu, le gars a utilisé son intelligence pour tendre des pièges à Luffy, et pour lui en mettre plein la tronche. Le Usopp, quand il est vraiment énervé et qu'il a suffisamment de temps de préparation, c'est plus Serge le Mito avec un grand nez. C'est Batman le gars, ouais. La mise en scène du combat est également très réussie, avec les petits moments flashback de leur rencontre et de la vie d'Usopp à bord du bateau, et ce plan déchirant du Going Merry éclaboussé par la mer, qui nous donne l'impression qu'il pleure de voir ses deux amis se déchirer. Bon, c'est légèrement too much, mais ça fonctionne, ça fonctionne. C'est le premier combat fratricide et peut-être même le seul de One Piece. Bon, certains diront que Zoro et Luffy se sont déjà affrontés à Whiskey Peak, mais le contexte était complètement différent et ça n'avait pas du tout la même charge émotionnelle. Ce combat me laisse une impression très similaire, toute proportion gardée bien sûr, au combat Majin Vegeta Goku dans Dragon Ball. Usopp c'est un peu Vegeta qui fait un choix extrême par peur du changement, et Luffy ce serait Goku. Il n'a pas envie de se battre avec son ami, mais il assume ses responsabilités. Bien évidemment, le contexte est très différent, mais les enjeux ne sont pas si différents que ça. Quand tu réfléchis un petit peu, ça marche carrément comme comparaison. Bon après moi je m'adresse à l'élite. Si t'es un gros golemon, c'est sûr que tu vas pas comprendre. Ouais, je suis méchant gratuitement, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Qu'est-ce qu'il y a? Ce combat, c'est aussi l'opposition de deux visions. Luffy est bien évidemment aussi anéanti qu'Usopp sur le fait d'abandonner le Going Merry, mais la différence entre les deux, c'est que Luffy est tourné vers l'avenir alors qu'Usopp, même si on ne peut pas dire qu'il soit tourné vers le passé, on peut dire qu'il semble avoir peur de l'avenir, parce que si le Going Merry a atteint ses limites, peut-être que lui aussi a atteint les siennes. Laisser le Merry derrière eux, c'est laisser l'ancien Usopp derrière eux, l'ancien équipage derrière eux, et ça lui fait peur. Et il y
y a bien sûr aussi tout le passage un peu plus tard avec Franky et l'histoire la légende du Klaboterman. Oui. Cet esprit de matelot avec un maillet en bois qui se manifeste quand les navires ont été heureux et choyés par leur équipage et qui était apparu à Usopp lors de Skypiea. Mais Usopp l'avouera à Franky, ce n'est pas ça qui l'a poussé au clash avec son équipage. Cette crise de Going Merry trouvera sa conclusion dans la partie Enies Lobby, mais on peut d'ores et déjà dire que cette crise a permis à l'équipage de Luffy d'être mis face à ses faiblesses et de gagner en maturité. L'équipage a frôlé l'éclatement, le schisme irréversible, et autant un équipage qui se fait détruire par un ennemi extérieur, bon c'est triste, mais un équipage qui s'auto-détruit de l'intérieur, c'est encore plus tragique, ça veut dire que l'équipage était faible dès le départ. Ça serait vraiment tragique de finir comme ça, oui. Bon, sinon, je l'ai à peine évoqué, mais il y a aussi toute la partie de la baston au QG de la Franky Family qui est un petit peu stylée quand même. Comment Luffy, Sanji, Zoro et Chopper se mettent en route en voyant Usopp au sol et comment ils les défoncent sans vergogne. J'ai eu une grosse vibe Arlong Park, c'était badassement badass, et le plus important à retenir, qui a probablement échappé à Usopp, c'est que les gars n'ont pas été défoncer la Franky Family parce qu'ils leur ont volé le fric, mais parce qu'ils ont tabassé leurs potes. La vraie richesse d'un équipage, c'est ses membres, et ça c'est beau. La partie immergée de l'iceberg. Selon moi, un des grands sujets de cet arc, c'est que les apparences sont trompeuses. Oda semble vouloir nous dire que le monde et les gens ne sont jamais vraiment ce qu'ils semblent être, et qu'il ne faut jamais se fier totalement à ce que l'on croit savoir. Par exemple, comme on l'a vu dans la partie précédente, l'équipage des chapeaux de paille était jusqu'ici persuadé d'être méga solide et méga soudé. Bim, Usopp et Robin quittent le navire. Ce sujet des apparences est aussi symbolisé par le lieu où se déroule l'aventure, la cité sur l'eau de Water 7. Oda a pris le temps une fois encore de nous faire véritablement voyager en décrivant avec énormément de soin le fonctionnement, la géographie, l'histoire et la culture de Water 7. Et c'est passionnant et inventif. Évidemment on pensera à Venise pour les inspirations avec les masques, les canaux, les gondoles, ici les Yagara et tout ça. Mais ce qui est intéressant avec Water 7, c'est qu'à l'image des personnages de cet arc, nous n'en voyons que la partie émergée. La ville repose en effet sur ses anciennes rues et immeubles totalement engloutis par la mer. Aujourd'hui nous voyons une Water 7 resplendissante et prospère, mais tout ça repose sur des ruines, des sacrifices et des défaites. C'est ce qu'on verra aussi plus tard avec le flashback sur Tom. Et chaque année, la ville s'enfonce un peu plus dans la mer. J'y vois là une métaphore pour nous dire que nos secrets peuvent nous engloutir. C'est ce qui arrive à Robin qui se retrouve rattrapé par son passé qu'elle cache à ses compagnons. C'est ce qui arrive à Iceberg qui se retrouve rattrapé par son secret vis-à-vis des plans de Pluton et de Cutiflamme. D'ailleurs, on peut s'arrêter 2 secondes sur Iceberg. Le gars s'appelle littéralement Iceberg. On nous présente d'abord sa partie émergée, un maire aimé de tous, CEO de la Galela Company, ingénieur naval de génie, leader et symbole de prospérité, puis on nous présente la partie immergée, l'histoire cachée, disciple de Tom, meilleur pote de Franky, gardien de Pluton, etc. C'est aussi valable pour les membres du CP9 infiltrés à la Galela Company, qui passaient pour des gars sympas, aimables, fiables et tout, mais qui sont en réalité des espions, des assassins froids, cruels et calculateurs. Mais le cas du CP9 est un peu à part et je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail dans la partie Enies Lobby. Pour moi, la révélation du CP9 est là pour appuyer l'idée que le monde n'est pas tant défini par ce qu'on en voit, mais pas plutôt ce qu'on ne voit pas. En effet, on le sait d'autant plus aujourd'hui lorsqu'on est à jour dans la publication du manga que percer le secret du One Piece, c'est percer les secrets du monde. Et que ces secrets ne sont pas forcément jolis. Le CP9 nous révèle la face cachée, sombre et terrible du gouvernement mondial qui est prêt à tout pour conserver ses secrets et qui est terrifié à l'idée que ces secrets soient révélés à la face du monde, et pour ça, il ne reculera devant rien, même les méthodes les plus fourbes et cruelles pour protéger ses secrets. Tous les personnages, que ce soit les chapeaux de paille, les charpentiers de la Galela Company, la Franky Family et même le CP9 sont à un moment donné trompés par les apparences et les a priori. Le but du jeu va être, pour s'en sortir, de parvenir à passer outre les apparences et à lever le voile sur ses secrets et découvrir la vérité, aussi cruelle et douloureuse soit-elle. Les chapeaux de paille sont a priori 2 méchants pirates, donc c'est forcément eux qui ont tenté d'assassiner Iceberg. Iceberg est le maire de Water 7 et le patron de la Galela Company. Il a forcément les plans de Pluton en sa possession. Robin est un des démons d'Ohara, donc elle a forcément trahi les chapeaux de paille. Bref, t'as compris l'idée. Monsieur Tom.
L'autre grand moment de cet arc, c'est bien évidemment le flashback sur le passé de Franky, Iceberg et Monsieur Tom, l'homme poisson, plus grand ingénieur naval du monde, concepteur de l'Oro Jackson, le bateau du roi des pirates, Goldie Roger. Flashback dans One Piece rime souvent avec tragédie, et le flashback sur l'histoire de Monsieur Tom ne déroge pas à la règle. Cette histoire reste dans le thème des apparences trompeuses. Au début de l'histoire, on pense lire une histoire inspirante et belle sur un concepteur de bateau et ses disciples qui forment une famille heureuse et unie autour de la conception d'un projet qui va changer la vie de milliers de gens et révolutionner le monde. La construction du train des mers. Hélas, ça n'a pas duré et ça a tourné à la tragédie. Tom et ses disciples ont été piégés par le CP5, commandé par le jeune Spandam. Ils ont même été lâchés par les habitants de Water 7 qui se sont laissés abuser par les apparences. Ils sont convaincus que le gouvernement mondial est bon pour eux et qu'il n'aurait aucune raison de piéger Tom, et de toute façon, Tom a aidé le roi des pirates dans le passé, donc il serait plus enclin à être le méchant de l'histoire. Intéressons-nous à la scène du second procès de Tom qui illustre bien tout ça. Une fois que Spandam a lancé les accusations contre Tom et ses disciples, Tom comprend que de toute façon ils sont foutus, quelqu'un va devoir payer. Franky hurle qu'il regrette d'avoir construit les bateaux de guerre qui ont été utilisés par Spandam pour commettre l'attaque de la cour d'assises et faire accuser Tom. C'est là que Tom sort de ses gonds, se libère de ses chaînes et fout une mandale à Franky en s'énervant pour la première fois, et lui sort un discours sur le fait que peu importe ce qu'on construit, on doit en être fier, qu'un bateau n'est fondamentalement ni bon ni mauvais. Alors on verra plus tard que cette phrase de Tom reviendra au moment où Franky et Robin discuteront dans le train des mers, et où Franky dira à Robin « Vivre n'est pas un crime ». Mais en dehors de ce contexte, j'avoue que j'ai un peu de mal à cerner le propos de cette réplique. Alors si on prend cette phrase premier degré, et bien évidemment on comprend que Tom parle de la passion de construire des bateaux. Mais j'ai le sentiment qu'il faut y voir quand même derrière un message un peu plus large sur la vie en général. Et je trouve du coup le propos assez ambigu. Quand Tom dit « Peu importe que ton bateau blesse des gens ou mène le monde à sa perte, tu ne devrais jamais le renier ou lui faire de reproches. » J'ai l'impression qu'il veut nous parler de ce qu'on construit dans la vie, de notre parcours, de ce qu'on devient, et que peu importe ce qu'on devient, dans notre vie, il faut être fier de ce qu'on est. Mais dans ce cas-là, si je deviens un putain de salopard qui bute des gens, faut que je sois fier de ce que je deviens aussi quand même. C'est pas très shonen comme message, ça doit forcément vouloir dire autre chose. Ou alors il faut plutôt comprendre que peu importe comment le monde te percevra toi et tes actions, le plus important c'est comment toi tu te percevras toi-même. Ce n'est pas au monde de décider si tu es bon ou mauvais, mais à toi-même. Donc, quoi qu'il arrive, du moment que tu te considères avoir fait ce qui était bon et juste envers toi-même, tu dois être fier de ce que tu es et de ce que tu as bâti. Donc on reste un peu dans le sujet des apparences. Suite à ça, Tom décide de foutre une branlée à Spandam, de plaider coupable pour l'attaque de la cour d'assises et clame haut et fort qu'il est fier d'avoir construit le bateau de Goldie Roger. Il sait qu'en disant ça, il va passer pour le méchant, pour un monstre, mais il s'en bat les couilles, car lui il sait qui il est et il sait que ses amis et ses disciples savent qui il est. Et il laisse derrière lui sa plus grande création qui a sauvé tellement de vies, le train des mers. Tom l'homme poisson est un monstre aux yeux du monde, mais en réalité c'est un héros. Franky rétablit un peu l'équilibre dans cette histoire d'apparence en défigurant Spandam, qui passe pour un héros aux yeux du monde, mais qui maintenant est devenu aussi laid à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur. Franky va parfaitement assimiler cette dernière leçon de Tom. Après sa disparition de 4 ans suite à son accident avec le train des mers, Franky réapparaît à Water 7 transformé avec un physique étrange et un look complètement ridicule. Et il s'en bat les couilles. Il est super fier du corps qu'il s'est construit, il n'en a rien à foutre de passer pour un méchant. Il vit comme il l'entend. La Franky Family sont des démolisseurs de navires et des chasseurs de primes que les gens de Water 7 considèrent comme des voyous et des fous la merde. Il s'en bat les reins. Lui, il sait que ces gars sont des bons gars. Et si en apparence il semble avoir abandonné son rêve de construire le meilleur des bateaux, en réalité il n'en est rien, comme nous le verrons dans l'épilogue de la partie Enies Lobby. L'Aqua Laguna. J'aime beaucoup aussi l'idée de l'Aqua Laguna. Alors, bien évidemment, l'Aqua Laguna participe au lore de Water 7 dans la lignée de ce qu'Oda a l'habitude de nous présenter lorsqu'il nous présente une nouvelle île. C'est-à-dire, il nous parle de la culture, de l'histoire, de l'économie, du fonctionnement et bien évidemment aussi de la météo. Je rappelle vite fait ce qu'est l'Aqua Laguna. C'est une giga-tempête qui a lieu plusieurs fois par an dans la région de Water 7, durant laquelle les mers sont déchaînées et où il y a des vagues géantes qui engloutissent les 2 ou 3 premiers
premier niveau de Water 7. Et celle qui a lieu dans le manga en est une particulièrement vénère. J'aime beaucoup l'idée parce que selon moi, Oda utilise l'Aqua Laguna pour symboliser ce que les personnages traversent, que ce soit les chapeaux de paille, la Gale et la compagnie ou la Frankie Family. Ils traversent littéralement une tempête, une crise majeure, qui est l'une des plus importantes et violentes de leur histoire. Lorsque l'Aqua Laguna frappe Water 7, tous les personnages sont au plus mal. Les chapeaux de paille, les gars de la Gale et la compagnie et les gars de la Frankie Family viennent tous de perdre face au CP9. Luffy et Zoro se retrouvent coincés comme des cons dans les niveaux inférieurs de la ville et risquent de prendre des gigavagues dans la tronche et de crever. Le Vogue Mary a été balancé à la flotte par le CP9, c'est la merde. Le symbolisme devient évident lorsque l'on voit comment les persos s'en sortent. Ils s'entraident pour sauver Luffy et Zoro et une fois que les gros des vagues est passé, que le gros de la tempête est passé, ils font front uni, pansent leurs blessures et repartent à la bataille tous ensemble. L'équipage a traversé et survécu à la tempête, à la crise. Ils reviennent maintenant plus forts que jamais. Même Usopp fait son comeback. L'Aqua Laguna, c'est selon moi une véritable démonstration d'une péripétie qui raconte quelque chose sans être totalement explicite. J'aime beaucoup ce genre de subtilité dans One Piece. Si on part un petit peu en mode branlette, et je sais que tu adores la branlette, on peut voir l'Aqua Laguna comme quelque chose de positif. Dans le sens où d'une certaine façon, l'Aqua Laguna permet de réveiller les personnages qui jusqu'ici étaient dans le brouillard, dans le flou. Ils n'avaient absolument pas le contrôle de la situation ni les esprits clairs. Luffy et son équipage étaient confus, Iceberg et les gars de la Galela étaient confus, Usopp était confus, etc. L'Aqua Laguna a un peu effacé les doutes des personnages et leur a permis de retrouver leur conviction et leur focus. Et si on se branle un peu plus fort, on peut aussi y voir un propos sur comment le pouvoir nous contrôle. Les personnages ont été abusés. Les plans du CP9, et par extension ceux du gouvernement mondial, ont consisté à une stratégie vieille comme Hérode, diviser pour mieux régner. Si le CP9 a pu remporter la première manche, c'est parce qu'ils ont réussi à faire douter tout le monde d'eux-mêmes. On pourrait l'interpréter comme une métaphore qui nous dirait que ceux qui ont le pouvoir le gardent parce qu'ils parviennent à diviser le peuple. Personne, à part Iceberg, n'a vu venir le gouvernement mondial parce qu'ils étaient trop occupés à se méfier des pirates et les pirates à se méfier d'Iceberg, etc. À ce moment-là, le CP9, c'est-à-dire le gouvernement mondial encore une fois, semble tout puissant et les persos sont désemparés. Et l'Aqua Laguna qui arrive et menace d'engloutir Water 7 représenterait un pouvoir plus grand, plus dangereux, plus absolu, plus direct que le pouvoir du gouvernement mondial, le pouvoir de la nature. Et le fait que les personnages aient réussi à survivre à cette force de la nature, qui est le pouvoir ultime finalement, en unissant leurs forces, révèle la supercherie du pouvoir du CP9 et nous montre que ce que craint le plus le pouvoir, c'est un peuple uni contre lui. Ouais. À la poursuite du train des mers. Une fois l'Aqua Laguna passée, Luffy et ses potes partent à la poursuite du train des mers à bord du prototype de train qu'a laissé Tom, le Rocketman. Leur but est de rattraper le Puffing Tom avant qu'il arrive à Enies Lobby et aux portes de la justice qui sont a priori infranchissables. Alors j'avoue que personnellement, cette partie-là n'est pas la partie que je préfère dans la saga Water 7. On sent vraiment qu'il s'agit d'un petit arc de transition entre Water 7 et Enies Lobby. Et il n'y a pas grand-chose de méga intéressant ni de pertinent à rajouter dans l'histoire avec cette partie-là. Alors si, il y a quand même quelques petits trucs, je pense notamment à l'apparition du Sniper King ou Sogeking, et aussi le dialogue entre Frankie et Robin que j'évoquais plus tôt. Mais à part ça, c'est vraiment de la pure péripétie pour le show, dans le sens où la plupart des choses qu'on y voit et que les persos vivent n'apportent pas grand chose au schmilblick. Sanji qui se bat contre le mec aux nouilles par exemple, on s'en branle un peu, ok il prend des couteaux à un moment donné c'est stylé mais on s'en fout. Frankie qui se bat contre le nouveau du CP9, Nero, à part nous montrer quelques techniques de Frankie qu'on connaissait pas, on s'en branle un peu. Le duel entre Zoro et T-Bone, ok, il était un peu badass, mais on s'en branle. Je pense que le but de tout ce passage c'était surtout de mettre en avant un peu Sanji, qui a été pas mal mis de côté dans la première partie d'Enies Lobby. Bon si, il y a un autre truc intéressant, c'est Rob Lucci qui bute Nero parce qu'il le juge incompétent. Ça nous indique que Rob Lucci ne considère pas les membres de son unité comme des camarades, mais comme des subalternes, des outils au service de la mission. C'est un point sur lequel il va être totalement opposé à Luffy. Mais ça, nous en reparlerons lorsqu'on abordera leur combat lors de l'arc Enies Lobby. En route pour Enies Lobby. Water 7 est de mon point de vue le meilleur arc de One Piece, et bien sûr quand je dis ça je parle du stade où j'en suis dans ma relecture. C'est certes très dense mais à aucun moment ça devient trop dense. Le rythme est maîtrisé, le propos est intéressant, les nouveaux personnages sont plutôt cool, et ça nous offre des moments, des scènes mémorables qui ont laissé leur empreinte sur tout le manga. Mais tout ça prendra encore une autre dimension avec la partie Enies Lobby, mais ça nous en parlerons lors du prochain épisode de One Piece. C'est l'instant passion.
Bonjour, j'aimerais acheter d'authentiques produits japonais venus du Japon. Enfin, monsieur, il y a une pharmacie ici. Ah mince! Hop là! Alors comme ça on cherche à acheter des produits directement venus du Japon? Bah ouais! Alors laisse-moi te présenter le site Bailly. Bailly est un service de proxy basé au Japon qui permet aux clients internationaux de faire du shopping en ligne sur toutes les boutiques japonaises, y compris celles qui ne livrent pas à l'international. Par exemple, grâce à Bailly, j'ai pu me procurer ce formidable et authentique exemplaire du Weekly Shonen Jump directement depuis le Japon. Ça sent le Japon. Bailly, c'est vraiment idéal pour les amoureux de manga et d'anime. Vous pouvez trouver des mangas en japonais et aussi des goodies inédits de vos licences préférées, inédites en France, et les faire livrer chez vous ou où que vous soyez dans le monde. C'est le leader du marché et en plus le site et le service client sont disponibles en français. Il travaille avec un très grand nombre de boutiques pour vous proposer une myriade de produits et surtout vous pouvez passer commande sur toutes les boutiques japonaises et rassembler vos commandes de vendeurs différents en un seul colis, ce qui est bien pratique. En plus de ça, le site est totalement transparent sur ses commissions, pas plus de 300 yens par article, soit moins de 2 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Découvrez le site Bailly via le lien dans la description, inscrivez-vous et bénéficiez d'un coupon de moins de 10% sur vos achats. Oui. Waouh, je me rends tout de suite dans la description pour profiter de cette offre. C'est par où? C'était l'instant passion. Ouais. Après avoir bravé la tempête du siècle, Laco Laguna à bord du Rocketman, l'équipage du Chapeau de Paille, la Frankie Family et les hommes de la Galée et la compagnie débarquent sur Enies Lobby, l'île judiciaire du gouvernement mondial, qui sert aussi de passerelle entre Grand Line et les grandes instances du gouvernement, Marie-Joie, Impel Down et tout le tout team. Ils débarquent là-bas dans le but de sauver Nico Robin et Frankie, qui ont tous deux été capturés par le CP9 pour leur extirper les informations qu'ils ont sur les armes antiques et le fameux siècle oublié. Les pirates et leurs alliés mènent une terrible offensive contre les forces du gouvernement chargées de la défense d'Enies Lobby. Après moult péripéties, Luffy tabasse Blueno et retrouve tous ses nakamas sur le toit du tribunal, où il confronte Robin, qui d'abord refuse de le rejoindre, puis après un flashback des plus émouvants, déclare qu'elle veut vivre. Luffy ordonne à Sniper King de brûler le drapeau du gouvernement, ce qui vaut pour une déclaration de guerre. Après ça, les membres des Chapeaux de Paille affrontent les membres du CP9, Luffy affrontera Rob Lucci dans un match retour des plus palpitants. Ils finiront par délivrer Robin et Frankie et parviendront à s'échapper de justesse grâce à une intervention inattendue. En gros, c'est ça l'histoire, mais là tu te demandes très certainement ce que j'ai pensé de cet arc. Eh bien, je vais te le dire. Mais avant, un petit instant passion s'impose. Oui. C'est l'instant passion. Et tu sais quoi? J'ai bien envie de niquer. Pardon? Niquer Goddess of Victory, bien sûr. Nikkei Goddess of Victory est un jeu de tir RPG de sci-fi immersif dans lequel vous recrutez et commandez diverses jeunes filles pour former une équipe de waifus spécialisée dans le maniement d'armes à feu et autres armes de destruction futuristes uniques. Commandez et collectionnez des personnages aux capacités uniques pour créer votre équipe ultime afin de sauver l'humanité dans des combats dynamiques et accessibles grâce à des commandes intuitives. Découvrez un monde futuriste post-apocalyptique captivant grâce à différentes phases de jeu. Des combats intenses en temps réel avec un point de vue immersif, de la gestion de base et de l'exploration, le tout servi avec des graphismes et des animations 2D de toute beauté. Nikkei Goddess of Victory, c'est des flingues, des robots géants et surtout des waifus. Le jeu est dispo en version PC depuis le 15 février, une toute nouvelle expérience de jeu grâce au shooting à la souris. Ça me détend. Oui. Et en ce moment jusqu'au 14 mars, il y a une collaboration avec le manga et l'anime superstar Chainsaw Man. En effet, vous pourrez rajouter à votre collection les personnages de Makima, Power et cette bonne vieille Himeno. Chacune d'entre elles aura une arme inédite ainsi que leur propre set de skills dévastateurs pour anéantir les ennemis massivement. Le tout avec élégance bien sûr. Le tout avec une storyline inédite. Il s'agit sans aucun doute du crossover jeu vidéo et animé le plus attendu de l'année. Le jeu est disponible sur PC mais aussi sur Android et iOS. N'hésitez pas à télécharger le jeu via le lien dans la description. Que la passion vous guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Enies Lobby est une véritable masterclass et je vais m'efforcer tout au long de cette vidéo de t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, en relisant l'arc pour la 3e ou 4e fois, j'ai remarqué quelque chose. Quelque chose de très intéressant. Quelque chose que je dévoilerai en conclusion de la vidéo, parce que si je le fais avant, il y a les plus gros One Pieceux qui vont se braquer et qui vont pas écouter ce que j'ai à dire. Mais ça va être très intéressant. C'est parti. Dab.
1. La bataille d'Enies Lobby. Selon moi, cet arc nous présente la véritable première bataille de One Piece. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais n'importe quoi chef, à Alabasta c'était carrément la guerre, il y a aussi une grosse bataille à Skypiea. Alors? Oui. À Alabasta et Skypiea, la bataille ou la guerre, t'appelles ça comme tu veux, c'était plus ou moins mis en toile de fond. Le conflit n'impliquait les chapeaux de bail que plus ou moins malgré eux. Il ne s'agissait pas vraiment de péripéties en soi, les véritables événements importants à l'histoire se déroulaient en parallèle aux batailles. Alors que cette fois, la bataille est la péripétie, l'histoire et la bataille. De plus, la bataille est pour une fois initiée par Luffy et l'équipage au chapeau de paille. On ne suit pas la bataille de loin par bribes, on la suit directement en temps réel avec les personnages. Et je trouve que cette bataille d'Enies Lobby, que l'on suit quasiment sur 2 tomes pleins, même si elle dure tout l'arc, hein, mais t'as compris, est parfaitement racontée. Les scènes de guerre, de bataille dans les mangas un peu épiques, c'est d'après moi toujours un peu casse-gueule, parce qu'il s'agit de jongler entre beaucoup de fights en même temps, de jongler entre les différents points de vue, tout en proposant régulièrement une vue d'ensemble. Faut trouver un équilibre entre le nombre de persos, d'actions, d'informations et une narration fluide et un rythme efficace. Si tu ne parviens pas à gérer cet équilibre, ça te donne des arcs de guerre qui semblent s'éterniser, où il y a trop de persos et de points de vue. On finit par ne plus rien biter au tableau, ça devient brouillon voire même physiquement difficile à lire. Exemple, toujours le même, hein, la 4ème grande guerre ninja dans Naruto, la dernière partie du dernier arc de Bleach, et même, et là je vais pas me faire des copains très certainement, mais la bataille d'Onigashima dans One Piece, hein. Non mais sérieusement là, avec le recul, Onigashima, c'était quand même un sacré bordel le truc. Alors que la guerre, ou plutôt la bataille d'Enies Lobby, c'est très rythmé, c'est fluide, on comprend chaque action, Oda y multiplie les points de vue mais ne se focus pas sur chaque personnage, mais plutôt sur les factions. Use habilement de petits passages très concis, comme par exemple les rapports des Marines à Spandam, et leur hiérarchie sur l'avancée de la bataille, pour donner un point de vue global. On a un sentiment d'urgence et un bon nombre de personnages dessinés sans pour autant avoir le sentiment d'oppression qu'on a eu avec Onigashima, et bon nombre de grosses batailles qu'il y aura par la suite dans One Piece. Et ce sentiment vient certainement aussi du fait que, selon moi, graphiquement, Oda était à son prime, que ce soit dans son trait ou dans sa narration visuelle. C'était putain de propre, bordel. C'était vachement fluide, les planches ne sont pas surchargées, les actions sont lisibles au premier coup d'œil. C'est parfaitement parfait, mais on y reviendra plus tard dans cette vidéo. 俺には強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるから俺が誰よりも強くならなきゃそいつらをみんな失っちまうではどうする力いっぱい戦う方法を考えたいやセカンド Partie 2, Gear Seconde. Durant la bataille d'Enies Lobby, Luffy est parti en quelque sorte en éclaireur. Il a poutré près de 1000 Marines à lui tout seul et il est le premier de la bande à atteindre le toit du tribunal, où il est accueilli par Blueno, membre du CP9, utilisateur des 6 pouvoirs et porteur du fruit du portier, un fruit qui lui confère le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en porte. Et c'est après quelques passes d'armes viriles que Luffy nous sort sa nouvelle technique, le fameux Gear Seconde. Le principe est le suivant. Luffy utilise l'élasticité de son corps pour pomper son sang plus vite, ce qui lui offre des capacités physiques accrues. Il arrive à reproduire l'incision du CP9 et à frapper suffisamment fort pour passer outre leur métallium, qui nous l'apprendrons bien plus tard est une variante du haki de l'armement si j'ai bien compris. Donc Luffy devient très fort de chez balèze, mais du coup on se pose une question. D'où c'est qu'il la sort cette transformation, cette technique? Question que nous serons amenés à poser plusieurs fois dans cet arc d'ailleurs. Luffy le dit lui-même, il a commencé à réfléchir à cette technique après leur défaite écrasante face à l'amiral Aokiji. Donc il l'a probablement conçue durant le trajet entre l'île de Longling Longland et Water 7, trajet qui a a priori duré quelques jours. Alors autant le Gear Second, je peux tout à fait imaginer qu'ils se sont entraînés à le pratiquer sur le bateau. Admettons, mais le Gear Third? Mais c'est un bon prétexte pour parler du concept d'entraînement dans les shonen du genre. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Manga Story, disponible dans toutes les librairies et en description. Oui. Il y a au moins 2 façons d'utiliser le concept d'entraînement dans les shonen neketsuesques. Soit on vous dévoile l'entraînement en détail en faisant carrément un arc d'entraînement, comme ça sera le cas plus tard lorsqu'il apprendra le haki auprès de Riley, ou encore les nombreux arcs d'entraînement dans Naruto. J'en parle d'ailleurs dans le dernier épisode de Narutologie, allez le voir si ce n'est pas déjà fait, pouce bleu, oui.
soit on se sert simplement de ce que j'appelle l'entraînement ellipsé pour justifier un power-up. On profite d'une ellipse dans le récit pour justifier que durant cette ellipse, il s'est entraîné tout simplement. C'est ce que fait Toriyama dans Dragon Ball quasiment tout le temps. Et là certains me diront « Non mais n'importe quoi chef, on les voit tout le temps s'entraîner dans Dragon Ball !» Ah bon ? T'es vraiment sûr de ça ? Mis à part l'entraînement de Goku et Krillin avec Muten Roshi et éventuellement son entraînement avec Maître Karin, nous n'avons pas vraiment d'arc d'entraînement dans Dragon Ball. On les voit vite fait faire des pompes ou taper dans le vide au début à la fin, mais on ne nous détaille jamais vraiment ces entraînements. Les entraînements dans Dragon Ball sont surtout prétextes à ellipse temporelle, pour justifier des power-ups, des transformations qui sont toujours ou presque une surprise dans le manga. Quand Goku sort le Kaioken face à Vegeta et Nappa, on ne le voit pas l'apprendre. Idem quand il sort le SCJ3 face à Boo. On nous dit juste « Il s'est entraîné pendant X temps ». Dans le cas du Gear Second et Third de Luffy, ainsi que le Diable Jambe de Sanji ou le Ashura de Zoro, c'est le même principe. Là où ça pourrait coincer, c'est sur cette éventuelle ellipse qui est un peu floue. On ne sait pas combien de temps ils ont mis entre Longling Longland et Water 7. Ça n'a pas été vraiment expliqué. Oui. D'ailleurs, puisqu'on parle de Dragon Ball là, les gears de Luffy là, faut qu'on en parle un petit peu là. Une technique qui s'approche d'une transformation, qui multiplie sa puissance et qui lui offre un gros contre-coup physique s'il dépasse le niveau 3, ça vous rappelle rien. On va y revenir. あなたたちの生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。わからない。いつかわかるわ。言ってサウロ。やだ、私もここにいるよ。お母さん、お母さん。 Partie 3, les démons d'Ohara. Qui dit Enies Lobby dit bien sûr le flashback sur l'origin story de Robin et l'histoire de la tragédie des démons d'Ohara. Petit rappel, l'île d'Ohara abritait une giga-bibliothèque ainsi qu'une tripotée de chercheurs en archéologie qui menaient secrètement des recherches sur le siècle oublié. Une période d'environ 100 ans ayant eu lieu il y a près de 8 siècles dont on ignore absolument tout ce qu'il s'y est passé, et dont l'étude est formellement interdite par le gouvernement mondial. Évidemment ils se font choper, du coup le gouvernement envoie le CP9 de l'époque les exécuter, et pour être sûr de nettoyer l'île de la moindre preuve, il déclenche un Buster Call. Un Buster Call, c'est quand une armada de bâtiments du gouvernement mondial pilonne une île pour la rayer de la carte. A l'instar du flashback sur les origines de Franky, le passé de Robin nous dévoile le côté sombre du gouvernement mondial. Un gouvernement prêt aux pires saloperies pour conserver sa légitimité et son influence. Oda, au travers de son manga, semble vouloir réfléchir sur les différents mécanismes du pouvoir. Dans One Piece, l'histoire est un levier important du pouvoir. Avec ce que nous révèle le professeur Clover avant de se faire shooter, comme quoi le gouvernement mondial a vaincu un royaume concurrent il y a 800 ans, on part clairement dans l'idée que les vainqueurs écrivent l'histoire, cette fameuse phrase écrite par Robert Brasillach en 1944 dans son livre Frères ennemis. Merci Google. En faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur un extrait d'un bouquin de Frédéric Salé intitulé Les mécaniques de l'histoire qui explique bien cette idée. L'histoire est, à la suite d'un conflit, outil de reconstruction nationale et support de création d'une mémoire collective. En ce sens, elle ne peut être objective car jugée comme utile par le politique. Le vainqueur est celui qui détient le pouvoir de refabriquer l'histoire telle qu'il l'entend, l'envisage et la désire. En ce sens, elle est écrite par celui qui a le pouvoir effectif. Depuis l'Antiquité, le vainqueur, et surtout le dominant, est celui qui détient le pouvoir de l'écriture et qui est libre de retranscrire sa vision du passé, mais aussi de faire disparaître les traces de celui qu'il juge néfaste, à l'incarnation de son autorité. Ainsi, l'histoire paraît non seulement écrite, mais également transformée et effacée par le vainqueur. Grosso merdo, le gouvernement mondial veut contrôler et réécrire l'histoire à sa sauce pour légitimer sa domination. Hein. En gros, c'est nous qu'on commande parce que c'est nous qu'on est les gentils. Voilà. Les archéologues d'Ohara, grâce à leurs recherches, commencent à douter que peut-être en fait ce sont les méchants, ce qui risque, si cette histoire devient connue, de mettre à mal la légitimité du gouvernement mondial, et éventuellement faire revenir les idéaux qu'ils ont voulu étouffer. Donc le gouvernement préfère buter tout le monde sur l'île, même des civils innocents, et il justifie ça en mode « Ouais, mais les gars d'Ohara voulaient détruire le monde, on protège notre légitimité en réécrivant l'histoire ».
Et Robin, qui ne connaît pas toute la vérité mais qui est en mesure de la découvrir et de la révéler, est désigné comme étant maléfique, un démon qu'il ne faut surtout pas approcher ni écouter. Les scientifiques d'Ohara sont dès lors rebaptisés les démons d'Ohara. Démon, ça a quand même une connotation un peu mystico-religieuse, ce qui pourrait faire penser un peu à ce qui se passait du temps de l'Inquisition. Genre Galilée qui a failli se faire cramer parce qu'il avait la preuve que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Il a failli se faire cramer par l'Église parce que à l'époque, ça gênait qu'un mec prouvait qu'en fait que le bouquin, peut-être qu'il se trompait. Mais si le bouquin se trompe, du coup ça risquait de délégitimiser, je sais même pas si ce mot existe, le pouvoir en place que représentait l'Église à l'époque. Voilà, c'est à peu près la même mécanique. Oui. Alors je sais qu'Oda depuis quelque temps crie sur tous les toits que One Piece n'est pas et ne sera jamais un manga sérieux, mais quand même, quand tu regardes bien, le gars aborde les mêmes thématiques que l'attaque des titans. Il l'aborde très différemment, certes, mais quand même. Donc le coup de non, t'inquiète, je raconte juste une histoire cool, plus ça va, plus j'y crois moyen quand même. Les personnages de Zoro et Aokiji nous montrent que parmi les Marines, qui sont le bras armé du gouvernement mondial, il y a aussi des gens qui s'y sont engagés par conviction et pas par soif de pouvoir. Ils ont vraiment cru que la marine et le gouvernement mondial représentaient le bien commun et leur alignement fut remis en question avec les événements d'Ohara. Zoro désertera carrément et Aokiji, c'est compliqué. Mais ça nous indique la volonté d'Oda de ne pas proposer une vision totalement manichéenne de son univers. Bon après, je ne vais pas faire l'inventaire des références et des différents foreshadowing parce que en fait, je m'en branle un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est ce que ça raconte et comment ça le raconte avant tout. Oui. Je pourrais facilement te faire 5 minutes sur le parallèle à faire entre l'arbre de la connaissance de l'île d'Ohara et l'arbre de la connaissance de la Genèse. Ou encore, je pourrais faire un parallèle entre le fait que l'arbre d'Ohara soit la plus grande bibliothèque du monde et qu'elle finisse cramée et détruite, comme ce fut peut-être le cas de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui fut la plus grande bibliothèque du monde durant l'Antiquité et qui a fini cramée aussi. Ou bien je pourrais sans doute te pondre une théorie de fou sur le fait qu'au milieu de la bibliothèque, ils ont un putain de globe terrestre qui montre que leur planète est entourée de plusieurs satellites chelous. Sans déconner, c'est quoi ça? Mais en vrai, on s'en branle. Oui. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est comment ce flashback nous permet de voir le personnage de Robin sous un nouveau jour. Rappelez-vous l'épisode précédent, les préjugés et les apparences sont trompeuses dans One Piece. C'était le cas avec Franky, c'était le cas avec le CP9, etc. Et là, Oda lève nos préjugés sur Robin. En tout cas, il a levé les miens. Dans le sens où, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, j'avais un peu l'impression que le perso de Robin était giga en retrait et semblait mal s'intégrer au groupe. Il y avait une espèce de distance, j'avais du mal à cerner le personnage. Et en fait, c'était totalement volontaire de la part d'Oda. Nico Robin a vécu toute sa vie dans le rejet des autres. Premier rejet, celui de sa propre mère, qui a préféré partir à la recherche des poneglyphes. Ensuite, par sa famille d'accueil, et aussi par le village, par qu'elle se retrouve, on ne sait comment d'ailleurs, avec un fruit du démon. Pour finir par être rejetée par le monde entier. Elle a même été rejetée, ou en tout cas elle l'a vécu comme telle, par les chercheurs d'Ohara qui refusent de l'impliquer dans leurs recherches. Puis elle tombe sur Zoro, qui semble lui aussi être un être rejeté et qui l'accepte et devient son ami. Au moment où elle retrouve enfin sa mère, cette dernière est tuée avec tous les chercheurs et son ami Zoro se retrouve transformé en Mr Freeze le glaçon friandise par Aokiji. En plus d'une très sérieuse peur du rejet, elle se retrouve avec un syndrome de culpabilité du survivant level géant. De plus, la plupart des gens qu'elle croisera ensuite essaieront de la trahir. Tout ça pour dire que si Robin jusque-là me paraissait distante et pas trop à sa place, c'est parce qu'il s'agit pour elle d'un mécanisme de défense. Elle préfère s'isoler, se rejeter entre guillemets elle-même, plutôt que d'être rejetée par les autres. Du coup, quand elle a recroisé Aokiji et qu'elle a vu que les chapeaux de paille ne l'ont pas lâché pour sauver leur cul, et qu'en plus ils se sont retrouvés avec le CP9 au cul, elle s'est sans doute dit « Ok, les gars sont cool avec moi, ils ont même affronté un amiral pour moi, mais si je continue de leur attirer des problèmes, ils finiront de toute façon par me larguer, ou bien ils finiront morts, et elle l'aura encore sur la conscience. » Les options qui s'offraient à elle étaient aussi ses plus grandes peurs. La peur d'être de nouveau rejetée et la peur de voir à nouveau ses camarades mourir à cause d'elle. Donc, elle n'avait pas vraiment le choix. L'option numéro 3, c'était de rejeter avant d'être rejetée. Mais pas rejeter par ressentiment ou aversion, c'est ce qu'elle a connu toute sa vie, rejeter par amour. Ce qui nous ramène au sacrifice qu'a fait la mère de Robin, Nico Oliva, en abandonnant Robin sur l'île d'Ohara. C'est ce que j'appelle un storytelling de qualité. Oui. Sogeking, あの旗撃ち抜け。了解。シャツファイヤーバードスター！僕たちが世界征服に
Déclaration de guerre. Le flashback de Robin est directement suivi d'une des scènes les plus badassement iconiques de One Piece. Spandam se lance dans un laïus sur la puissance du gouvernement mondial et que cette entité toute puissante est l'ennemi de Robin, et il balance tout ça en montrant le drapeau du doigt. Et Luffy il reste serein, il fait « Sniper King, brûle-moi cette merde ». Et là Usopp crame le drapeau et toute la marine pète un câble. « Quoi, mais c'est des malades de faire ça, ils viennent de déclarer la guerre au gouvernement mondial ». Spandam dit « Mais t'es taré, t'as aucune chance face au monde entier ». Et Luffy hurle « Amenez-vous, bande de fils de... » Non, il dit pas ça, mais c'est ce qu'on a ressenti. Et juste après Robin qui se met à chialer et qui hurle qu'elle veut vivre. Incroyable. Mais pourquoi cette scène est importante? Déjà, elle est très importante pour le personnage de Robin, parce que lorsque Luffy crame le drapeau, bon c'est Usopp qui crame le drapeau, mais t'as compris, et déclare la guerre au gouvernement mondial, qu'est-ce qu'il lui dit à Robin? Il lui envoie un message à Robin. Il lui dit « Tu as peur de nous attirer des ennuis? On vient de commettre un crime aussi grave que le tien. T'as peur que ton ennemi s'en prenne à nous? Il y a un truc que t'as pas compris, c'est que quand t'es dans notre équipe, tes ennemis sont nos ennemis. Et peu importe qui c'est et à quel point ils sont forts, on va les défoncer. » Robin comprend qu'elle est parfaitement acceptée et qu'elle a enfin trouvé sa place. Luffy prend la responsabilité de devenir l'ennemi du gouvernement, enlevant ce poids sur les épaules de Robin. Maintenant, ils sont tous logés à la même enseigne. Une preuve de loyauté incroyable. Ouais. C'est aussi un moment important dans One Piece parce que Luffy, même s'il n'en a pas conscience parce que c'est un teubé, en faisant ça, nous indique clairement qui est le grand méchant de One Piece. Et ce n'est pas une personne, il s'agit d'un système. Jusqu'ici, on voguait d'île en île, d'aventure en aventure, sans trop se prendre la tête. Bon, à partir de maintenant, on va continuer à faire ça, mais il y aura toujours une ombre, une grande ombre qui planera au-dessus de leur tête. Et ça renforce l'idée qu'Oda utilise la figure du pirate comme étant une figure révolutionnaire, une figure contestataire. Mais ça, on l'a déjà évoqué dans des épisodes précédents. Partie 5, Chapeau de paille versus CP9. On attaque donc la seconde partie de l'arc Enies Lobby, celle qui voit la confrontation entre l'équipage au chapeau de paille et les espions du CP9. Alors je vais pas passer en revue tous les combats un à un parce que ça va être méga long, je vais comme d'habitude parler au global. Oui. Déjà, je trouve qu'il s'agit des meilleures scènes de baston de One Piece à ce jour. Le découpage des combats d'Oda n'a jamais été aussi bon, c'est fluide, dynamique, hyper lisible. On situe parfaitement les personnages dans l'espace, l'action est hyper découpée, mais pas trop, juste assez pour qu'on ait toutes les infos tout en gardant cette impression de mouvement. Regardons ces planches de combat Luffy versus Rob Lucci, on va revenir dessus. Luffy arme son poing, ensuite Luffy envoie son coup, changement de plan, le coup frappe Lucci, autre plan. On comprend la chorégraphie, les changements de plan suivent la logique de lecture des planches, l'impact sur le torse de Lucci est éclipsé, ce qui accentue l'impression de puissance. Tu rajoutes à ça l'omniprésence de nuages de poussière, de débris, les personnages de plus en plus blessés et en sueur, les focus lines, les speed lines et autres franfreluches. Ça me rappelle très fortement un autre manga que je connais cette fois très bien, qui s'appelle Dragon Ball. Et en vrai, quand t'as un découpage toriyamesque, forcément tu fais un banger. Oui, c'est comme ça, c'est les règles. Ce qui va me permettre de faire une petite digression sur le découpage actuel d'Oda dans One Piece. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Aujourd'hui, c'est le bordel. C'est hyper brouillon. Je trouve que c'est beaucoup moins élaboré graphiquement. J'ose dire les termes, Oda est devenu nettement moins bon graphiquement depuis quelques années. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression qu'Enies Lobby, c'était son putain de prime en fait. Ouais, tu peux rager en commentaire si tu veux, mais regarde au fond de ton cœur. Tu sais que j'ai pas tout à fait tort. Oui. Bref, cette série de combats dans la tour judiciaire fait officiellement rentrer la seconde partie d'Enies Lobby dans la prestigieuse famille des arcs du sanctuaire. Si vous ignorez encore ce qu'est un arc du sanctuaire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui est plutôt récente. Elle est probablement en fiche. Oui. Version courte, c'est quand les héros doivent battre des méchants dans un temps imparti pour sauver quelqu'un tout en traversant un lieu. Hein, c'est à l'instar des arcs tournois, un des arcs les plus présents dans le genre shonen neketsuesque. Je pose un peu de contexte. Robin est prisonnière de menottes en granit marin, l'empêchant d'utiliser ses pouvoirs. Les membres du CP9 portent chacun une clé, et seule l'une d'elles ouvre les menottes. Donc les chapeaux de paille vont devoir affronter chacun un membre du CP9 pour récupérer toutes les clés.
Oui, quand il réfléchit, c'est un plan débile, surtout venant de super espions trop forts de ouf. Alors ils disent que le but c'est de faire perdre du temps au chapeau de paille pour que Spandam ait le temps de faire passer la porte de la justice à Robin, mais ça reste quand même bidon. En revanche, d'un point de vue narratif, bien qu'un peu grossier, c'est plutôt malin. Oda nous balance une espèce de quête secondaire à grand renfort de MacGuffin, et j'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer le terme MacGuffin en Big 2023. Quand même. Bon allez, je vais faire un petit effort. Un MacGuffin, c'est un objet qui justifie l'histoire. C'est quand le but de l'histoire, c'est de retrouver ou de récupérer un objet. Voilà, par exemple, l'Arche d'Alliance dans Les Aventuriers de l'Âge Perdu, les Horcruxes dans Harry Potter, l'Anneau Unique dans Le Seigneur des Anneaux, les Pierres d'Infinité dans le MCU, les Dragon Ball dans Dragon Ball, ou encore même le One Piece dans One Piece, tout simplement. Ici, ça va être les fameuses clés de menottes. Ça donne un prétexte à Oda pour séparer les chapeaux de paille et montrer plusieurs fights en parallèle. Fights qui, encore une fois, sont tous très cool mais qui servent à mettre en avant une opposition intéressante. La différence de dynamique d'équipe entre les chapeaux de paille et le CP9. Les membres du CP9 ne sont pas amis. On a même l'impression qu'ils ne peuvent pas se blairer et à aucun moment durant la bataille tu ne les vois s'entraider. On peut même dire qu'ils sont carrément en compétition les uns avec les autres. Quand Fukuro dresse un classement de puissance des membres, ça l'illustre parfaitement. Quand l'un d'eux est vaincu ou défaillant, il est tout de suite méprisé et rejeté par le groupe. Blueno se fait battre par Luffy, pas étonnant, c'est une grosse merde. Alors qu'en face d'eux, les chapeaux de paille sont amis, ont des liens forts et prennent soin les uns des autres. On le voit quand Usopp se retrouve menotté à Zoro, ou quand Chopper se transforme en gigamonstre et qu'il interrompt le combat Khalifa versus Nami. Khalifa est choqué de voir que Nami ne s'intéresse plus du tout à elle, mais s'inquiète pour son ami. Quand Usopp se fait défoncer par Jabura et recommence à se morfondre en se disant qu'il est toujours aussi faible et inutile, ce qui fait écho à quand la Frankie Family lui est tombée dessus, Sanji se pointe et lui dit « T'inquiète, tout le monde ne peut pas tout faire, en revanche tu as des capacités dont je suis dépourvu. Utilise-les pour trouver une solution à tout ce bordel. » Ils n'ont pas rejeté Usopp, ils ne l'ont pas blâmé, ils le soutiennent, lui font confiance et l'aident à utiliser son plein potentiel. Un autre élément qui illustre ça très bien, ce sont les combats Zoro versus Kaku et Sanji versus Jabura. Kaku et Jabura sont rivaux et au premier abord on pourrait se dire que leur rivalité est du même ordre que celle opposant Sanji et Zoro. Ils s'envoient des vannes, s'asticotent, veulent toujours en découdre pour voir qui est le plus fort, mais la grosse différence entre eux, c'est que Kaku et Jabura ne s'apprécient vraiment pas, alors que Zoro et Sanji, on sait bien qu'au fond ils se kiffent. Oui, d'ailleurs leurs combats sont vraiment stylés. Bon par contre on ne sait pas d'où sort la technique Ashura et le diable jambe, mais on suppose que comme Luffy, ils se sont entraînés hors champ sur le bateau avant d'arriver à Water 7. Autre point qui achève d'inscrire cette partie dans la tradition des arcs des sanctuaires, et c'est un point sur lequel je ne suis pas revenu dans ma vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais c'est que chaque combat est gagné, ou presque, par un power-up surprise. Chopper gagne avec son overdose de Rumble Ball, Nami avec sa technique de Fata Morgana, technique improvisée parce qu'elle n'a pas pu s'y entraîner, elle n'avait pas encore son nouveau bâton climatique, Sanji a sorti son diable jambe et Zoro son Ashura. Quant à Luffy, on va y revenir. Rokugan Partie 6, Luffy versus Lucci. L'un des highlights de cet arc est bien évidemment le match retour opposant le capitaine de l'équipage au chapeau de paille Monkey D. Luffy à Rob Lucci, le chef de l'organisation secrète du gouvernement mondial, le CP9. Un combat qui reste à ce jour l'un de mes combats préférés de One Piece, principalement parce que c'est un combat à l'ancienne. Pas de capacité tarabiscotée qu'il faut 10 pages pour les expliquer, pas de méga stratégie de fou, non, juste deux mecs trop balèzes qui se foutent des nions hyper violents en explosant le décor, des bastons comme on n'en fait plus. Et ce duel reste dans la continuité des autres combats mettant en scène le CP9, il s'agit avant tout d'un combat idéologique. Lors de l'arc Alabasta, Oda semblait vouloir opposer la figure du pirate à celle du mafieux, du gangster, incarné par le personnage de Crocodile. Ici, il semble vouloir l'opposer à une autre figure iconique de la pop culture et de la fiction, l'agent secret ou l'espion. D'un côté, nous avons Luffy, le pirate, l'incarnation de la rébellion et de la liberté absolue, et de l'autre, nous avons Lucci, qui incarne quasiment l'exact contraire. L'espion est un outil aux ordres de l'État, aux ordres du pouvoir. Lucci se donne corps et âme au gouvernement, il ne pose pas de questions et exécute ses missions. Il voit sa propre soumission aveugle comme une vertu et met tout en œuvre pour que le reste du monde soit aussi soumis que lui.
On dirait que pour lui, être soumis au pouvoir, c'est une manière de l'incarner. Il a l'air d'avoir une vision assez binaire du monde. Soit tu sers le gouvernement, soit tu es un ennemi. J'ai du mal à cerner s'il se bat vraiment pour défendre un idéal d'ordre et de justice, ou si ça lui sert juste de prétexte pour faire des saloperies. Cette opposition totale à Luffy se voit aussi dans le traitement des autres membres du CP9. Lucci n'a pas de camarades, ni même de collègues, il a des subordonnés. Il voit les gens comme des outils qui sont soit utiles au gouvernement, soit inutiles, voire nuisibles. Ces pseudo-idéaux d'ordre et de justice lui donnent du pouvoir, de l'autorité, mais font qu'il est très seul, isolé. Alors que les idéaux de Luffy font qu'il est très bien entouré, il arrive même à réunir d'anciens adversaires derrière lui, comme les gars de la Galela Company et la Frankie Family. À la fin de leur affrontement, Lucci a l'avantage. Luffy est clairement dans les cordes. En plus de ça, le reste des chapeaux de paille sont encerclés et assiégés par des colonels de la Marine et l'armada du Buster Call. Et pourtant, Lucci est seul. Il est entouré d'une armée d'une puissance de feu colossale, mais il est seul. Alors que Luffy n'est seul à aucun moment. C'est ce qui lui donne la force de se relever et de vaincre. Et oui, je viens de dire que Luffy bat Lucci grâce au pouvoir de l'amitié. Et attention, j'ai absolument rien contre le pouvoir de l'amitié, quand c'est très bien fait et que c'est pas utilisé à toutes les sauces. Et là, force est de constater que c'est vraiment très bien fait. Le moment où Usopp enlève son masque et balance un pitch pour motiver Luffy, c'est stylé de fou. L'ultime attaque de Luffy est incroyable, et surtout ça ne sort pas de nulle part. Le thème des liens entre les chapeaux de paille a été un des éléments centraux depuis Water 7. L'équipage a traversé des tempêtes même littéralement, a frôlé l'implosion et le schisme irréversible. Et maintenant, ils se retrouvent plus forts que jamais. Ils doivent laisser le passé derrière eux et évoluer pour aller de l'avant. Et la scène où le Vogue Mary vient les chercher pour les aider à fuir, incroyablement incroyable. 僕は本当に幸せだった。君たちがいたから。 Partie 7, adieu Mary. Les adieux au Going Merry est sans conteste l'une des scènes les plus tristes de tout One Piece. Mary, c'était plus qu'un bateau, c'était un compagnon, un membre de l'équipage au chapeau de paille à part entière. Le petit discours de Luffy, le Going Merry qui leur parle directement et qui les remercie pour tous ces moments passés ensemble. C'est tellement triste, mais c'est beau, mais c'est triste, mais c'est beau. Que la saga Water 7 se termine par la mort du Going Merry est selon moi une symbolique très intéressante. Alors comme d'habitude, attention, il va s'agir là d'une interprétation. Oui. Comme je le disais, les liens entre les membres de l'équipage est un des thèmes centraux de Water 7 et Enies Lobby. Water 7 a mis leurs liens à l'épreuve et a révélé leurs faiblesses. Faiblesses qui ont failli causer un schisme irréversible et détruire l'équipage. Enies Lobby, c'est le baptême du feu pour prouver que leurs liens sont toujours solides, voire même plus qu'avant. Les événements les ont fait grandir personnellement, en tant qu'équipage et en tant que pirates. Ils ne sont plus ce petit équipage un peu excentrique et insouciant qui vit des petites aventures. Après la bataille d'Enies Lobby et la déclaration de guerre de Luffy au gouvernement, ils vont tous se retrouver mis à prix et vont être perçus comme une menace. Pas la plus grosse, loin de là, mais quand même. On peut considérer qu'avant Water 7 et Enies Lobby, les chapeaux de paille étaient un équipage débutant. Après Enies Lobby, il s'agit d'un équipage arrivé à maturation, qui sait ce qu'il vaut, au sein duquel les membres d'équipage se font une confiance aveugle. Un équipage capable d'affronter n'importe quoi. Il passe à l'âge adulte, et je pense que la mort du Merry symbolise ce passage à l'âge adulte, la fin de la souciance. L'équipage est devenu trop grand à porter pour Merry. On pourrait même se dire que le Merry s'est sacrifié pour que l'équipage puisse survivre et grandir. La mort de Merry est le dernier élément qui achève de souder les chapeaux de paille. Ils ont été unis dans la joie, dans l'adversité, dans la victoire, ils sont aussi unis dans le deuil. C'est beau, ouais. Bref, tout ça pour dire que la partie Water 7 Enies Lobby est le prime de One Piece depuis le début de ma relecture. Graphiquement, c'est intestable, le storytelling est aux petits oignons, il y a du drame, de l'émotion, de la badacité, du dépaysement. C'est une véritable masterclass, un chef-d'œuvre, et bien que cette saga ne se trouve même pas à la moitié du manga, je trouve qu'Enies Lobby a une vibe d'arc final. Un arc final réussi en plus, c'est très bizarre. Bon, et tu te souviens dans l'introduction, quand j'ai dit qu'à force de relire l'arc Enies Lobby, je me suis rendu compte d'un truc. Eh ben, j'y viens, justement. Et je pense que les plus attentifs d'entre vous ont sûrement d'ores et déjà deviné à peu près où je voulais en venir. Enies Lobby est pour moi sans conteste le meilleur arc de One Piece qu'on ait eu jusqu'à présent. Mais c'est aussi en même temps l'arc le plus classique qu'on ait eu depuis le début du manga. Parce que quand on regarde bien, nous avons un arc du sanctuaire, des flashbacks émouvants, des transformations et des power-ups qui sortent de derrière les fagots et qui sont stylés. On a aussi un Deus Ex Machina avec le Vogue Merry, le Going Merry. Nous avons aussi en plus le héros qui gagne grâce au pouvoir de l'amitié.
et un découpage de l'action Dragon Ballesque. On a même un simili Kaioken, les mecs. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est la première fois qu'un arc de One Piece coche à ce point toutes les cases du parfait shonen neketsuesque de bonne aloi. Et c'est tellement bien fait, tellement maîtrisé, que jusqu'ici on n'y a vu que du feu en fait. Et ça nous montre bien un truc, une idée que je défends depuis des années sur cette chaîne, c'est qu'au final, l'originalité totale, neuve et entière, on s'en bat les couilles. Tant que ton histoire, ton récit est fait avec passion, intensité et sincérité, ce qui en ressortira sera forcément génial. Et cet arc est définitivement génial. One Piece, c'est la vie. Que la passion vous guide. Ouais. Alors j'imagine sans aucun mal que certains d'entre vous vont remettre en question l'idée de consacrer un épisode entier à ce qui est finalement que l'épilogue des événements de Water 7 et d'Enies Lobby. Mais je ne fais que suivre la classification qu'on peut trouver, la classification des arcs, que l'on peut trouver sur la page wiki One Piece Encyclopédie. Donc c'est pas ma faute, oui. Puis ça permet aussi de faire un épisode un poil plus léger juste avant d'attaquer Thriller Bark. Suite à la bataille d'Enies Lobby, l'équipage du chapeau de paille, victorieux, réussit à prendre la fuite mais ont malheureusement perdu le Going Merry venu à leur secours dans leur course folle. De retour à Water 7, ils reçoivent une visite surprise. Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy et vice-amiral de la marine. De son côté, Franky leur construit un nouveau navire pour remplacer le Going Merry, le Thousand Sunny, capable de naviguer jusqu'au bout du monde. Franky rejoindra d'ailleurs par la même occasion l'équipage en tant que charpentier. En parallèle, nous revoyons d'anciens lieux et personnages rencontrés dans le passé par l'équipage de Luffy qui réagissent au nouveau statut de ces derniers. On assiste également à la rencontre entre Shanks le Roux et Barbe Blanche, et enfin nous sommes témoins de l'affrontement entre Portgas D. Ace et Marshall D. Teach, aka Barbe Noire sur l'île de Banaro, affrontement qui sera le point de départ d'un événement qui restera longtemps dans les mémoires. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme d'habitude, je trouve qu'Oda se débrouille vraiment très bien en matière d'épilogue. Il parvient très bien à resituer les personnages, leur évolution et ce qu'ils ont appris au cours de l'aventure qu'ils viennent de vivre, tout en apportant des éléments nouveaux qui posent les bases pour la suite de l'aventure. Et tout ça c'est fait de manière fluide et ludique, et on va voir ça un peu plus en détail dans le reste de cette vidéo. Le vice-amiral Garp. Alors que nos héros se reposent de la bataille et qu'ils sont enfin bien accueillis par les habitants de Water 7, un vaisseau de la marine débarque avec à son bord le vice-amiral Garp, qui débarque en trombe là où crèchent les chapeaux de paille et fout direct une branlée à Luffy. Avant que ce dernier nous révèle qu'il s'agit de son grand-père, Monkey D. Garp. C'est l'occasion de nous révéler une partie du passé de Luffy, notamment sur sa famille. On apprend qu'il est le petit-fils de Garp, un héros de la marine, et le fils de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Et on apprend aussi que Shanks le Roux est l'un des 4 empereurs, les 4 plus puissants pirates qui règnent sur la seconde moitié de Grand Line. Oda use ici d'un cliché, d'un trope, d'une tradition du shonen dit neketsuesque, t'appelles ça comme tu veux. Oda donne ici à son héros une ascendance mythique. Dans les shonen du genre et plus largement dans les récits de type quête du héros, le héros est souvent un pseudo-orphelin dont les parents, ou en tout cas les figures paternelles de substitution, ont toujours une aura mythique. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont accompli des choses légendaires, qui ont un statut presque légendaire. Le héros devient alors l'héritier d'une certaine grandeur auprès de laquelle il va devoir se montrer digne pour égaler, voire même dépasser l'aura mystique de ses aïeux. Exemple, Luke Skywalker, pour triompher de Palpatine, va devoir dépasser à la fois Obi-Wan, Yoda et Anakin Skywalker. Bien évidemment. Harry Potter, c'est pareil, Harry Potter, pour vaincre Voldemort, va devoir dépasser d'une certaine façon ses parents ainsi que Dumbledore. Et c'est pareil dans Naruto, Naruto va devoir dépasser Jiraiya et Minato et tous les professeurs qu'il a eu pour accomplir sa destinée. Bref, t'as compris l'idée. D'ailleurs de tout ça, j'en parle plus longuement dans mon livre Manga Story, qui passe en revue les différents archétypes et codes du shonen neketsuesque, disponible en librairie, le lien est dans la description.
Oui. Et pour le personnage de Luffy, c'est exactement le même délire. Et je trouve que c'est très malin de la part d'Oda d'introduire l'ascendance mythique de Luffy à ce moment précis de l'histoire. Nous en avons parlé dans l'épisode précédent, la bataille d'Enies Lobby avait une vibe d'arc final de manga, et dans un sens, il s'agissait bien ici d'un arc final. Enies Lobby marque la fin d'une ère dans One Piece, ou en tout cas le début de la fin d'une ère dans One Piece, parce que la vraie fin de cette ère c'est Marineford en fait, mais bon. Bref, on a cette impression de fin parce que durant Enies Lobby, on ressent très clairement que Luffy et son équipage changent de statut de manière radicale. Ils passent de gentils pirates qui vivent des aventures random à fuck le gouvernement mondial, qui est présenté comme le grand méchant de One Piece. Et ils sortent vainqueurs de cette confrontation. Certes, Luffy ne devient pas le roi des pirates, mais nous avons quand même un fort sentiment d'accomplissement à la fin de l'arc. On se dit, ça y est, il pèse dans le game de ouf. C'est là que Garp débarque et fait redescendre tout le monde d'un étage, notamment Luffy. Ou en tout cas notre perception de Luffy. Il nous dit qu'il est le petit-fils d'un des plus grands héros de la marine, le fils du plus grand ennemi du gouvernement et le fils spirituel d'un des plus grands pirates au monde. Luffy vient de réaliser une prouesse, mais cette prouesse reste dérisoire au regard de son ascendance mythique. Oda nous dit subtilement, c'est bien, tu as fait du chemin Luffy, mais tu as encore un très long chemin à faire. Là t'as juste gagné le droit de prétendre à la grandeur, maintenant va falloir aller la chercher. Cette séquence avec Garp marque aussi le retour de personnages issus de tout début des aventures de Luffy, je parle bien sûr d'Hermep et Kobe. Qui sont devenus de fiers soldats de la marine, entraînés par Garp et qui sont capables d'utiliser au moins quelques techniques du CP9. Kobe et Hermep servent aussi de témoins du temps qui a passé et du chemin parcouru, mais montrent aussi à Luffy que si lui a évolué et pris du galon, les gens qu'il a laissés derrière lui aussi, et il ne doit pas se reposer sur ses lauriers s'il ne veut pas se faire dépasser. Tu ajoutes à ça les nouvelles primes et nous avons précisément ce que je disais en début de vidéo. On resitue les personnages, leur évolution et on pose les bases pour la suite. Le retour d'Usopp. Le retour d'Usopp est un événement très important de cet épilogue. Il s'agit de la véritable résolution définitive de ce qu'on avait appelé dans l'épisode sur Water 7 la crise du Going Merry, à l'issue de laquelle Usopp avait quitté l'équipage des chapeaux de paille. Le moment le plus intéressant selon moi se déroule durant un flashback, au cours duquel Sanji apprend au reste de l'équipe qu'Usopp a l'intention de revenir dans l'équipage officiellement. Il le sait car il l'a vu s'exercer en vue de son retour. En entendant ça, Luffy, Nami et Chopper sont heureux qu'Usopp revienne, et sont sur le point d'aller le chercher. C'est là que Zoro met le holà. Hors de question qu'on aille le chercher, c'est lui qui doit venir vers nous. Il a défié Luffy, a perdu et a quitté l'équipage de son plein gré. S'il ne nous présente pas des excuses et fait comme s'il ne s'était rien passé, hors de question qu'il revienne. Zoro est dans son rôle de second, il sert de garde-fou à Luffy qui a trop tendance à faire le zouave tout le temps. Autant le gars est un solide capitaine quand faut protéger ses potes et taper des méchants, autant en termes de management et de leadership il pue un peu la merde. Il semble très mal gérer les conflits internes, il oublie qu'avant d'être l'ami de ses Nakama, il est avant tout leur capitaine. C'est un rôle qui implique des responsabilités, une ligne de conduite et celle-ci implique parfois de prendre des décisions à contre-cœur. Et un capitaine qui revient sur sa parole ou qui fait preuve de faiblesse, c'est un équipage destiné à échouer. Cette scène avec Zoro, qui s'énerve vraiment, chose assez rare, en dehors des disputes avec Sanji, nous montre que les chapeaux de paille et surtout Luffy ont, l'espace d'un instant, oublié les leçons apprises lors de la crise du Going Merry et du reste de leur aventure. Mais Luffy se reprend assez rapidement, et heureusement. Et la scène du retour d'Usopp est stylée, le Thousand Sunny s'éloigne en affrontant Garp, il les appelle, Luffy et Zoro font « j'entends rien », puis Usopp finit par craquer et hurler qu'il est désolé. Grosse chialade, c'est beau. L'équipage s'était déchiré sur l'ancien navire et se retrouve sur le nouveau. On reste dans ce que je disais dans l'épisode précédent, la mort de Merry et la naissance du Sunny symbolisent en quelque sorte la renaissance de l'équipage des chapeaux de paille, qui sont à présent plus solides et forts que jamais. Franky rejoint l'équipage. Autre élément important de cet épilogue, c'est bien évidemment l'incorporation de Franky le charpentier à l'équipage des chapeaux de paille. Conclusion tout à fait logique, qui font suite aux événements très importants de la saga de Water 7. Ce que je trouve intéressant dans cette conclusion, dans ce changement de vie de Franky, c'est qu'on peut faire comme l'on avait déjà fait lors de l'épisode de Water 7. On peut mettre le parcours de Franky en parallèle avec le parcours de Robin, qui pour le coup d'ailleurs rejoint elle aussi de nouveau la bande. Elle a d'ailleurs une scène avec Aokiji à ce propos. Robin a passé sa vie à fuir et à se dissimuler et à trahir les autres avant qu'ils ne la trahissent. On a vu dans l'épisode précédent qu'il s'agit d'un mécanisme de défense parce que ce que Robin craint plus que tout, c'est
le rejet et l'abandon. Chose qu'elle partage selon moi avec Franky. Je rappelle qu'il a été abandonné par ses parents pirates et que lorsqu'il était encore Cutie Flame, les habitants de Water 7 l'ont rejeté en lui mettant la mort de Tom sur le dos. Franky, pour affronter cette peur du rejet, a tout d'abord décidé de se réinventer littéralement en devenant Franky. Et au lieu de fuir, se cacher, trahir et se condamner à la solitude, il a choisi de recueillir, de rassembler les gens de Water 7 qui sont aussi rejetés que lui, ce qui a donné naissance à la Franky Family. Franky rêve de faire le tour du monde sur le bateau pirate de rêve qu'il a construit, mais tente de renoncer à ce rêve car il refuse de quitter la Franky Family et Water 7, parce qu'il a peur que les membres de la Franky Family se sentent abandonnés et rejetés par lui. Et il refuse de faire subir ça à quelqu'un qu'il aime. Mais poussé par la Franky Family et les habitants de Water 7, il finit par embrasser son rêve, et ça aussi, c'est beau. Rêve qui s'aligne d'ailleurs parfaitement avec celui de Luffy, ça tombe bien. La question maintenant c'est de savoir comment le personnage de Franky va s'intégrer dans l'équipage des chapeaux de paille et quelle dynamique il va entretenir avec eux. Alors on avait déjà eu un aperçu de cette dynamique lors des événements de la saga Water 7 et des événements qui se sont déroulés à Enies Lobby, mais c'était plus situationnel qu'autre chose. Là maintenant je suis curieux de voir, ou plutôt de revoir, comment le personnage va s'intégrer à la dynamique de l'équipage au quotidien dans une aventure qui le concernerait pas directement, si tu vois ce que je veux dire. Oui, nous en reparlerons très certainement à l'avenir. La bataille de l'île de Banaro. Ce petit arc se conclut par un affrontement qui sera le déclencheur d'un événement qui marquera l'histoire à jamais et qui fera trembler le monde sur ses fondations. Je parle bien sûr du combat entre Marshall dit Teach dit Barbe Noire et Portcas dit Ace au point ardent sur l'île de Banaro. Mais je dois aussi revenir légèrement en arrière dans la chronologie parce qu'il y a un événement dont je n'ai pas parlé encore dans cette vidéo, c'est l'entrevue entre Shanks le Roux et Barbe Blanche. Rencontre qui avait d'ailleurs été teasée dans le tome 25, et ça se réalise exactement 20 tomes plus tard, ce qui correspond en temps réel à 3-4 ans de publication. Comme quoi vraiment, hein, pour suivre One Piece, faut être déter. D'ailleurs, vu qu'on parle de ça, on sait que Ace était parti à la poursuite d'un traître depuis le tome 18. Je veux dire, waouh, quand même. Bref, cette rencontre au sommet entre deux empereurs sert à faire monter la sauce autour de Barbe Noire. Shanks, qui on l'apprend réellement dans cet arc est en fait un pur crack puissant de chez balèze, dit que Ace, qui est aussi balèze, est en danger s'il va affronter Barbe Noire. Et en plus, on apprend que c'est Barbe Noire qui a balafré Shanks. Il y a clairement un truc qui pue du cul avec ce perso. Hélas, l'avertissement de Shanks ne trouvera pas d'écho et Ace combattra bel et bien Barbe Noire. Oda nous révèle donc que Barbe Noire a buté un lieutenant de Barbe Blanche pour s'accaparer le fruit qu'il convoitait depuis toujours, le fruit des ténèbres, supposément le plus puissant des fruits du démon. Un fruit qui lui permet d'émettre de la matière noire et d'absorber l'environnement comme un trou noir. Il lui permet aussi d'attirer à lui les pouvoirs des autres fruits du démon, ce qui lui donne un avantage non négligeable face à Ace. Bon, on peut voir une symbolique évidente avec le pouvoir de Teach. Son pouvoir de tout engloutir est sans doute le reflet de son avarice et de son ambition sans borne. Ce passage globalement reste dans la même vibe, dans le même esprit de la partie qu'on a parlé au début avec Garp. C'est-à-dire qu'on étend l'univers tout en nous montrant que les exploits de Luffy, bien qu'impressionnants, sont quand même plus ou moins dérisoires en comparaison de ce qu'il se passe en parallèle dans le monde des pirates qui pèsent vraiment dans le game. Et surtout, on nous confirme, on nous informe que Luffy n'est pas le seul pirate avec le vent en poupe. Il n'est pas le seul à prendre du galon, c'est aussi le cas de Barbe Noire qui est selon moi très clairement le rival de Luffy. Et ça j'en avais déjà parlé au moment de l'arc Jaya. Et je trouve la façon de faire d'Oda pour raconter cette rivalité super intéressante. Parce que les deux persos se sont à peine croisés, ils sont rivaux mais ils ne le savent pas encore. Le seul moment où ça comptera vraiment, ce sera quand ils auront tous les deux suffisamment évolué dans la piraterie. Ce sera le moment où ils seront tous les deux sur le point de devenir des rois des pirates. Ça deviendra clair qu'à la fin que leurs parcours se font en parallèle. C'est plutôt original comme approche. Luffy gagne du galon en faisant des coups d'éclat spectaculaires tandis que Teach évolue que dans l'ombre, en faisant des coups de pute et sans trop se faire remarquer. D'ailleurs, plutôt que de défier le gouvernement, il essaye d'entrer dans ses bonnes grâces en essayant de devenir l'un des Shichibukai, ce qu'on avait vu lors de l'arc de Jaya. Bon, sinon bien évidemment que Ace pète le flow, mais bon, j'allais pas faire 36 000 pages de texte pour dire putain comment il est stylé Ace. Il est stylé Ace, voilà c'est tout. On reparlera plus longuement de Ace dans la suite des épisodes de One Pieceology, mais en attendant, on va se préparer pour affronter l'arc de Thriller Bark. A bientôt dans One Pieceology.
Pouce bleu, abonnement, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?